Chers auditeurs, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde. La dernière séance de notre émission était consacrée aux origines occultes, voire occultistes, du communisme. Vous l'avez peut-être écouté. En tout cas, vous pouvez l'écouter ou la réécouter sur le site internet de Radio Courtoisie, si vous êtes à jour de cotisation. Et d'ailleurs, si ce n'est pas votre cas, je vous invite à régulariser votre situation d'auditeur en cotisant à Radio Courtoisie, qui a bien besoin de votre aide matérielle. Et cela vous permettra d'accéder au trésor d'archives radiophoniques de la radio, donc sur son site internet. Voilà, donc la dernière émission consacrée donc aux origines occultes du communisme. Nous n'avons pas eu le temps de faire le tour complet de la question, même si nous avons quand même pu dire certaines choses. Et cela méritait une deuxième émission, sous un angle un petit peu différent cette fois. Nous allons parler tout d'abord des fondateurs du communisme, les principaux fondateurs du communisme moderne, et nous parlerons aussi dans une deuxième partie de la révolution bolchevique, voilà, de son origine et de son déroulement. Voilà. Lors de notre précédente émission, il y avait deux invités qui, malheureusement, et c'est ma faute d'ailleurs, j'en suis navré, n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer. Eh bien, nous allons corriger cela ce soir, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le frère Thierry. Frère Thierry, vous êtes religieux catholique, vous êtes président du cercle de l'Aréopage, qui a des activités régulières à Paris. Et nous en parlerons en fin d'émission. Voilà, nous présenterons les activités du cercle et nous donnerons toutes les coordonnées nécessaires. Et je reçois donc aussi Nicolas Tandler. Nicolas Tandler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur notamment de plusieurs biographies, dont celle de Marx, de Lénine, de Trotsky, de Staline et d'autres. Pol Pot, voilà. Mais je ne pense pas que nous aurons le temps d'aller jusqu'à Pol Pot ce soir. Et bientôt Castro. Oui, Et une autre en préparation sur Castro. Non, très bien. Que du beau monde. Oui. Eh bien écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder, tout en rappelant à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir, qu'ils sont même invités à réagir en nous faisant part de leurs commentaires ou de leurs questions, par téléphone ou par courrier électronique. Alors tout d'abord, mais je vous propose de traiter les choses par ordre chronologique et d'évoquer les figures de Marx et d'Engels, qui sont les fondateurs du communisme moderne. Je dis moderne puisque la dernière fois, nous avons vu que on peut attribuer au communisme des racines très lointaines. Et on peut même estimer qu'il a été mis en application il y a des siècles, voire même des millénaires. C'était un peu le thème de la dernière fois. Oui, dans l'Antiquité grecque, suite à Voilà. la Révolution française avec À Babeuf. Sparte notamment. Oui, et à la Révolution française avec Babeuf. Française, entre les deux avec les anabaptistes par exemple, et puis il y a eu aussi des sectes gnostiques dans les premiers siècles qui se sont laissés aller à cette forme d'organisation sociale très particulière. Voilà. Alors, Nicolas Tandler, vous avez consacré une biographie à Marx, parue aux éditions Pardès, si je ne m'abuse. Voilà, dans la collection Qui suis-je ? Pouvez-vous nous présenter un petit peu l'individu, le bonhomme, et notamment les aspects parfois un petit peu méconnus ? Il est le fils d'un père avocat et même qui deviendra haut fonctionnaire. Parce que il saura se convertir à la religion de Luther, puisque nous sommes en Rhénanie, donc terre catholique, Oui. à Trèves, mais suite aux convulsions de la période napoléonienne, tout ceci a été accordé à la Prusse en 1814-1815, et les Prussiens sont luthériens. Donc, il décide de prêter serment sur la Bible de Luther et le voilà au fonctionnaire immédiatement. Et il est très lié avec un représentant de l'État prussien à
Trèves, un aristocrate distingué, qui a une fille, détail qui aura son importance dans quelques années. Bon, donc il se convertit et ça ne plaît pas du tout à Madame Marx, qui lui reproche d'abandonner la religion des ancêtres, puisque tous les deux sont de filiation de rabbins. Oui. Donc ça fait une atmosphère pendant un certain temps empoisonnée dans la famille, et on pensera souvent que c'est peut-être ce qui a déterminé Marx d'emblée, déjà peut-être garçonnet, à devenir athée. Toujours est-il qu'au lycée, il admire des gens comme Spartacus, l'esclave révolté, il admire des gens comme Prométhée, l'homme qui vole le feu aux dieux, etc. Tout ça lui plaît beaucoup au lycée. Il aime tous ces personnages de révoltés. Voilà. Et naturellement, mais son père n'est pas trop choqué parce que, bien que converti au christianisme, il est parfaitement athée, de même que le haut fonctionnaire prussien avec qui il a des rapports. Bon, voilà. Alors donc tout se passe bien. D'ailleurs, la quasi-totalité des professeurs sont gagnés aux Lumières, ainsi que la direction de l'enseignement. Jamais Marx n'aura de moindre ennui pour les remarques qu'il fera par-ci par-là dans ses devoirs écrits ou dans ses interrogations orales. On peut visiter d'ailleurs sa maison natale, qui est la propriété maintenant du Parti social-démocrate allemand, ce qui est logique puisqu'il est d'inspiration marxiste lui aussi. Voilà. Ouais. Donc tout ceci aboutit à ce que Marx finalement est envoyé à Berlin pour y étudier. Il découvre là-bas un philosophe nommé Hegel. Bon, et surtout il n'y fait pas grand-chose. Il discute énormément dans les cafés, jour et nuit, etc. Ce qui inquiète Madame Marx est comme son père, surtout que son père tombe malade, sa clientèle diminue, Madame Marx s'inquiète, rien à faire, il est incorrigible, il fait traîner ses études au-delà de ce qui est normal, et puis finalement, il fait enfin sa thèse. J'ai eu la surprise de remarquer d'ailleurs qu'un homme politique français actuellement très connu, je crois qu'il s'appelle Mélenchon, comme ça, quelque chose comme ça, l'a reprise quasiment mot pour mot, personne s'en est aperçu. Personne s'en est aperçu de philosophes antiques athées, on avait des textes, et donc Marx a fait sa thèse là-dessus. On ne l'a pas intégrale, parce que Marx avait un mot célèbre, les livres qui étaient confiés à la critique rongeuse des souris dans les bibliothèques, mais ça s'est appliqué à lui. Il ne reste qu'une partie de la dite thèse. Le camarade... docteur en philosophie Mélenchon, s'en est quand même très très fortement inspiré. Bon, vu l'indigence culturelle de la plupart des journalistes contemporains, ils ne s'en sont pas aperçus. Ça prouve au moins qu'ils n'auront pas fait l'effort de la lire, et c'est peut-être meilleur comme ça. Ouais. Voilà. Donc, Marx doit se chercher quelque chose dans la vie. Il continue sa vie de bohème, et j'accélère, il rencontre... une première fois, ce qui n'est pas dit dans le film qui vient de sortir sur Marx, il s'occupe d'un journal très à gauche, mais payé par le gouvernement prussien pour diviser ses adversaires. Du moment que ce journal de gauche attaque l'Église catholique en Rhénanie, ça plaît beaucoup au gouvernement prussien, qui subventionne les jeunes gens qui lancent un organe qu'ils croient révolutionnaire, mais qui sert les intérêts de Berlin en Rhénanie. Bon, l'Allemagne a toujours été divisée en deux, la partie évangélique, pour dire protestant en français, et la partie catholique. Bon, alors un jour, toc-toc, quelqu'un vient voir le rédacteur en chef, Karl Marx, qui a trouvé ce seul moyen d'assurer sa subsistance. Bon, en tout cas, une occupation sociale, parce qu'il vient d'une famille très bourgeoise. Oui, puis il était quand même payé pour son poste de directeur, et il le reçoit, et au bout de 10 minutes, la discussion tourne court, il voit l'article que lui propose un nommé Engels, il lui jette à la figure, ou quasiment, et l'autre prend la porte. C'est comme ça que ça s'est passé. Le film actuel présente une version totalement différente, qui est une falsification historique. Bon, ils se retrouveront. Pourquoi ? Bien d'abord, je devrais parler du mariage de Karl Marx, puisqu'il a épousé la fille du haut fonctionnaire prussien.
qui a également un fils, détail très important que par un effet du hasard, la quasi-totalité des auteurs marxisants ou communisants évitent de signaler. Le frère de la fille du haut fonctionnaire n'aime pas Marx, il ne peut pas le sentir. Il deviendra ministre de l'Intérieur du roi de Prusse et considérera que c'est une catastrophe pour sa sœur, et c'en était une réellement, que de se fiancer, puis d'épouser Karl Marx, puisqu'elle connaîtra des conditions de vie pénible. Lamentable. Notamment, elle aura 2 enfants qui mourront de misère parce que pas nourris. Elle pourra même pas assurer l'enterrement de ses enfants quand ils auront émigré à Londres. Il faudra que le voisinage se cotise pour leur payer un cercueil. Voilà donc notre cher Marx, qui s'intitule économiste, qui s'intitule philosophe, etc., qui finit par avoir des ennuis, parce que, il intervient dans différentes choses. Il fait interdire la gazette qu'il diffuse par des maladresses. Et on le voit jouer des rôles étranges où on s'aperçoit que lui, qui va défendre la classe ouvrière, etc., eh bien, il sait parfaitement défendre ses intérêts. On le voit intervenir, par exemple, pour reprocher au gouvernement prussien de devenir trop protectionniste en quelque sorte, mais pas assez pour certaines denrées, comme par exemple les vins de la Moselle, les vins de la Rhénanie, etc. Il y a une raison. Oui. C'est que sa famille possède des terres avec des vignobles. Donc il attaque pour des raisons personnelles. Ouais. Alors ça, pour un futur porte-parole du communisme, c'est assez curieux. Oui, c'est une tradition qui a été suivie. Les événements s'accélèrent, je suis obligé d'aller vite. On en arrive à la fameuse révolution de 1848, où Marx et Engels se distingueront. Engels, qui a fait son service militaire et qui a atteint un grade d'officier, et dans des formations armées extrémistes contre le gouvernement royal prussien. Marx, lui, se contente de pérorer à droite et à gauche, et il va de plus en plus souvent en Angleterre, où il rencontre des extrémistes ouvriers et de différentes catégories. Bien, il finira par s'intéresser à Londres, et Engels finira par y atterrir de gré ou de force, puisque son père veut absolument qu'il fasse une carrière d'industriel. Il lui imposera dans le textile à Manchester, ville où d'ailleurs je note que je crois que le film que j'ai vu récemment est très loin de la réalité, où les salaires sont particulièrement bas. Ouais. Et quand on consulte des ouvrages soviétiques en différentes langues qui font 1 millier de pages, par exemple, sur Engels, pas un seul tableau des salaires dans l'usine Engels, puisqu'il prendra la succession de son père finalement. Oui. Et il se distinguera en séduisant un certain nombre d'ouvrières et en leur faisant des enfants. Mais alors c'est vraiment remarquable, puisque Engels est considéré comme un crime aujourd'hui. Ouais. Friedrich Engels a mené une existence véritablement schizophrénique entre d'un côté son action révolutionnaire et de l'autre l'exploitation de ses prolétaires. Exactement. Mais ça n'avait pas l'air de le gêner. Il avait retrouvé Marx à Paris, où Marx s'imaginait qu'il allait trouver une grande occupation pour publier des almanachs franco-allemands. Comme il n'y avait personne d'intéressé, c'est tombé à l'eau. Ils se sont retrouvés accidentellement à une terrasse de café parisien, au Palais Royal, tiens d'ailleurs, je pourrais presque le nommer. Ils se retrouvent là, ils discutent. Il y avait un cadavre entre eux, c'était Engels fichu à la porte par Marx, directeur de publication. Ouais. Et malgré tout, ça marche. Et puis ils discutent pendant 2 jours et 2 nuits ensuite. Je note que Marx était marié à ce moment-là, qu'il avait des enfants, mais ça n'a pas empêché la discussion pendant 2 jours et 2 nuits, dans des cafés rue du Bac où Marx habitait à l'époque. Puis finalement, ils se reverront en Angleterre, parce que ce coup-là, la mayonnaise a pris, se revoit en Angleterre, et toute sa vie, Engels entretiendra Karl Marx. Il y a une correspondance Marx-Engels qui fait plusieurs mètres de longueur. Les albums, il existe une traduction française qui doit dater déjà du Second Empire. Il y a déjà un nombre de volumes effrayant. Et donc, ils s'écrivent, et à chaque fois qu'ils s'écrivent, Engels met toujours un billet de banque dans l'enveloppe. C'est touchant.
C'est touchant. Oui. Il ira très loin d'ailleurs, puisque Marx mettra enceinte la bonne qui entretient le ménage. Il n'avait plus d'argent, ni Marx et son épouse. Elle entretient le ménage. Marx fait un enfant à la bonne et Engels, qui n'était pas s'apprêt, vu le nombre d'enfants adultérins et autres qu'il avait fait, il reconnaît l'enfant de Marx. C'est beau comme dévouement. Alors là, j'en arrête avec le folklore. En 1848, ils ont publié le manifeste communiste, très facile à lire parce qu'il est très court. Malheureusement, personne ne le lit, où on voit le double visage du marxisme, à la fois libéral et révolutionnaire, ce que personne n'a vu. Il y a un éloge vibrant sur plusieurs paragraphes de la bourgeoisie, et là je cite, qui a construit de plus belles de plus beaux monuments que les pyramides d'Égypte, que les cathédrales du Moyen-Âge, etc., qui révolutionne tout, y compris les mœurs, etc., et en même temps l'appel à la révolte sanglante pour les ouvriers, etc. C'est un double visage, un visage de Janus. Et d'ailleurs, beaucoup de monde en France ne s'y sont pas trompés, comme messieurs Attali et consorts, défenseurs du néolibéralisme, et qui ont tous fait des ouvrages à la gloire de Marx, où ils n'ont que des éloges pour Karl Marx, qui est quand même étonnant. Voilà. On en arrive donc à ceci. Finalement... Ce sont deux matérialismes, oui, deux économistes. Exactement. Finalement... Marx sera doté parce qu'il faisait des piges pour certains journaux, notamment pour le Wall Street Journal. Tiens. Ça dit quelque chose à tout le monde, Wall Street. Il gagnait sa vie de temps en temps en faisant des piges pour le Wall Street Journal à New York. Mais la guerre civile éclate aux États-Unis, la fameuse guerre de sécession, et les Nord-Américains ne sont plus passionnés que par les événements sanglants qui se déroulent dans leur pays. Du coup, c'est fini, plus de piges. Marx passe des périodes horribles. J'ai cité tout à l'heure le décès physiologique de deux des enfants. Il doit quitter la belle maison dans laquelle il est pour aller dans un taudis, etc., etc. Engels l'aide, mais il est freiné par son père qui veut pas qu'on claque trop d'argent dans des choses qu'il ne comprend pas. Alors finalement, quand son père mourra, Engels deviendra propriétaire de la fabrique et il octroiera une pension à Marx qui définitivement l'ôtera de la misère. Voilà. Au moins, il lui permettra de se consacrer. Le plus extraordinaire, je le note au passage, puisqu'il y a des textes de Marx assez sévères pour les Juifs, lui, petit-fils de rabbin des deux côtés, maternel et paternel, je note que Engels était, lui, un antisémite déclaré. Ça n'a pas empêché l'amitié entre Marx et Engels. Et je note au passage un détail biographique qui intéressera peut-être les amateurs de la petite histoire, mais qui me paraît aller trop loin. L'oncle maternel de Karl Marx s'appelait Philips. Philips, oui, c'était un Néerlandais. Vous n'y êtes pas? La firme Philips d'aujourd'hui, elle a été fondée par l'oncle maternel de Karl Marx. Et quand ça allait vraiment très mal, il suppliait par lettre le grand capitaliste qui était déjà Philips. Il s'était enrichi dans le tabac importé d'Indonésie, qui était batave à l'époque, pour commencer, avant que la firme se jette dans beaucoup d'autres choses. Et donc, il le subventionnait. Et je reviens à quelqu'un de la famille. Au fait, le frère, qui ne pouvait pas le voir, le frère de son épouse, qui était de la plus haute noblesse. Oui. Elle était apparentée à la famille royale d'Angleterre. Elle était apparentée à tout ce qu'il y avait de noble en Allemagne, etc. Son frère aussi, je vous ai dit, il est devenu le ministre de l'Intérieur du roi de Prusse. Naturellement, il s'intéresse à ce qui est devenu sa sœur, et parfois il la fera aider. À ce moment-là, quelqu'un de l'ambassade d'Allemagne à Londres venait donner de l'argent à la famille de Marx, et demandait des renseignements sur les révolutionnaires en exil. Et Marx dénonçait tous les révolutionnaires qui n'étaient pas dans sa ligne. Il les dénonçait. Vous allez dire que j'exagère, etc. Allez voir la maison natale de Karl Marx. À Trèves, vous comprendrez tout de suite. Je vous dis qu'elle est gérée par des marxistes. Ils ont toujours le marxisme dans leur statut, les sociodémocrates d'Allemagne. Qu'est-ce qu'il est écrit au mur? Il y a une inscription sur l'un des murs, celui de sa chambre, si mes souvenirs sont bons, où il est écrit qu'il recevait régulièrement la visite d'un agent de l'ambassade d'Allemagne et qu'il était payé pour sa délation, en lettres comme cela. De plusieurs dizaines de centimètres de haut pour ceux qui ne savent pas lire.
Voilà. Ouais. C'était beau, Marx. À la fin de sa vie, il connaîtra une vie grâce à l'argent d'Engels très bonne. Il visitera l'Algérie française, il ira dans un certain nombre de pays, puis, bon, il aura la fin logique de tout être humain, mais en attendant, il n'a pas fait véritablement de disciples, parce qu'il s'est passé une catastrophe. D'autres ont découvert le socialisme comme lui, comme un certain Lassalle, qu'il détestait, qu'il traitait dans sa correspondance, c'est hallucinant, il le traite de sale juif, etc. Il dit oui, ce juif avec sa peau brunâtre. Alors je signale au passage que Marx, au lycée de Trèves, était surnommé le mort, M-A-U-R-E, à cause de son teint de peau brunâtre, comme celui de Lassalle. Lassalle deviendra un important dirigeant socialiste, il soutiendra les premiers syndicats, et Bismarck l'estimera utile pour la paix sociale, etc. Mais Lassalle aura une carrière vite interrompue. Il a soutenu financièrement Marx, qui le haïssait. Mais il sera retiré des cadres parce que pour les beaux yeux d'une dame, il se battra en duel et il sera tué par son adversaire. Voilà. Marx est débarrassé d'un concurrent dangereux. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'il arrive à s'implanter en Allemagne. Le ministre de l'Intérieur de Prusse s'intéresse beaucoup à lui. Et, théoriquement, il est même interdit de séjour, mais parfois il est admis avec un certain dégoût parce qu'il a insisté lourdement et parce que certaines personnalités sont intervenues en sa faveur. Bon, donc l'Allemagne, c'est quand même le sol est chaud pour lui. Donc c'est surtout en Angleterre qu'il va continuer. Mais quand il meurt, eh bien c'est Engels qui continue, qui lui survit dans les années 90 du 19e siècle. Ouais. Et Engels, lui, est un organisateur né, peut-être parce qu'il a été industriel. En tout cas, lui, il maintient la flamme, il réussit à avoir des alliés à l'intérieur des syndicats et du Parti social-démocrate, qui s'est créé déjà depuis de nombreuses années, et c'est lui qui va assurer la pérennité du marxisme. Voilà en ce qui concerne Marx. Alors, je cite au passage, puisqu'il est diffamé dans le film récent qui vient de sortir, Proudhon. Marx est très bien entendu avec l'anarchiste Proudhon au départ, et puis il y a eu une rupture brutale très rapidement. Il déteste les ouvriers français, il déteste Proudhon, et c'est la rupture. Le film qui vient de sortir est une falsification de ce point de vue. Il essaie de ridiculiser Proudhon à un moment. Mais pour qui a lu Proudhon, il était un peu plus intelligent que le pensait Marx, en tout cas, ou qu'imaginait Marx volontairement. Voilà. Donc, il s'est heurté à Proudhon, il s'est heurté à tous les penseurs sociaux en Europe parce qu'il voulait être le seul. Et donc, la social-démocratie allemande le révère sur le papier, se bâtit, gagne de plus en plus d'élections malgré la lutte que mène Bismarck contre elle, et finalement, elle sera le premier parti politique allemand avec le maximum de députés, des millions de votants en 1914. Son triomphe est complet. Mais il y aura la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, Marx a tenté de s'emparer de l'internationale ouvrière qui a été créée par des ouvriers anglais. Grâce à des ouvriers protestants, grâce à des passeurs protestants, il a été mis en rapport avec ces ouvriers qui le connaissaient absolument pas, et il s'appuie sur ces ouvriers en général genre puritains, comme on a dit en Amérique après, mais ils en venaient en fait d'Angleterre, en fait des extrémistes du protestantisme. Il gagne du terrain, il constitue une internationale ouvrière qui a un certain succès. Mais des Russes soutiennent l'anarchisme, mais Proudhon a des partisans dans cette internationale, même s'il est mort au moment de sa création, pratiquement. Et Marx a beaucoup d'ennuis à contrôler l'internationale. Alors, heureusement qu'il y a Engels qui, lui, sait s'appuyer sur le pays natal et a une base très solide en Allemagne. Le mouvement social-démocrate est très imprégné des idées de Marx, même s'il ne les applique pas. Attention, c'est en théorie qu'il est très imprégné, mais pas dans la pratique. Donc, il est acceptable par le gouvernement impérial. Voilà. Eh bien, Nicolas Tandler, merci beaucoup pour cette présentation rapide mais assez complète du personnage Marx. Il y a déjà des messages d'auditeurs, et donc je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent, s'ils nous écoutent en direct, c'est-à-dire ce jeudi 23 novembre, ils peuvent nous faire part de leurs remarques ou questions par téléphone au 01 46 51 00 85
ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Elisabeth, pouvez-vous nous lire les messages qui sont arrivés ? Nous avons plusieurs questions d'un auditeur. Que pensez-vous du manifeste du Parti communiste ? On en a déjà parlé un petit peu. Oui, mais très rapidement, il est remarquablement bien écrit. C'est un chef-d'œuvre de tract politique, mais il est ambivalent. Ce n'est pas uniquement, je me répète, un manifeste de révolutionnaire. C'est quelqu'un qui veut arriver au pouvoir au besoin avec l'aide de la bourgeoisie. Pourquoi ? C'est très simple, je ne l'ai pas dit, alors je peux le dire maintenant. Eh bien, c'est tout simplement qu'il considère que par la concurrence, le capitalisme se tuera et que c'est tout naturellement, même s'ils n'y arrivent pas par la révolution, que les partisans du communisme prendront le pouvoir. Les capitalistes s'entretueront, il y aura une grande crise finale et le communisme sera instauré quasi automatiquement. Voilà. C'est déjà esquissé dans le manifeste communiste. Il est à double face. Ouais. Autre question de cet auditeur. Est-il vrai qu'Engels se rendait toujours au Congrès socialiste, mais jamais au Congrès communiste ? Encore aurait-il fallu qu'il y ait eu des communistes authentiques à son époque. Certes, il y avait des groupes extrémistes, etc., mais il préférait les gens plus structurés, plus, entre guillemets, normaux, plutôt des idées socialistes, termes ambigus. Puisque je rappellerai que l'Union soviétique s'est toujours intitulée le pays du socialisme réel. Quand vous dites socialiste, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas communiste. On le voit chez des gens ambigus comme Mélenchon en ce moment, l'ex-trotskiste. Oui. Bon, insoumis, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien du tout. En tout cas, Tantôt il se voit socialiste, tantôt il tend la main aux camarades communistes, faudrait savoir. Les deux termes, en fait, se valent, aussi étonnant que ça puisse paraître. Oui. Quelle relation Karl Marx entretenait-il avec Mikhail Boukhanine, l'un des grands théoriciens de l'anarchie ? Bakounine, excusez-moi. Il le haïssait, puisque Bakounine avait ses partisans dans l'Internationale. Il considérait que c'est un agent stipendié du tsar, alors que le malheureux Bakounine avait passé je ne sais pas combien d'années de prison sous les tsars. Il n'avait jamais coopéré avec le tsarisme, au contraire. Mais pour lui, c'était de la racaille comme Proudhon. Donc ils ont été en guerre totale. Il y a eu des séances très houleuses où d'ailleurs Marx a été battu au cours de réunions en Suisse, etc. Bon, alors ça a été très très violent entre les deux hommes. Pas seulement en parole, parce que leurs partisans n'hésitaient pas à échanger des coups de poing, etc. Oui, Bakounine a été un représentant d'une forme d'anarchie socialiste. Oui, comme Proudhon. Sauf que Proudhon est très spécial. Je le résumerai par une formule, c'est à peu près ni Marx ni Rothschild. Bon. De son vivant. Parce qu'on m'accuse pas d'arriver à 1933. Quand j'ai lu ça dans Proudhon. Bon, je résume sa position. Ni le capitalisme, ni ce qu'on n'appelait pas encore le bolchevisme. Voilà. D'accord, merci. Une dernière remarque, Elisabeth, d'auditeur. Oui, un autre auditeur demande, Karl Marx... Alors, je ne sais pas si c'est une question, j'imagine. A-t-il été inspiré par la philosophie de Ludwig, alors là, j'essaie de bien le dire, Feuerbach. Voilà. Notamment sur la question religieuse. Mais naturellement, mais tous ceux qui l'ont inspiré, après, il les a reniés. Il l'a condamné ensuite. Mais naturellement, il a été très inspiré. Quelqu'un qui admirait Spartacus, pour lui, toute divinité, quelle qu'elle fût, le déisme, c'était l'ennemi numéro 1. Son père était dans les Lumières. Comme son beau-père, il a suivi ça. Et Feuerbach lui plaisait pas parce qu'il y avait des éléments qui lui paraissaient, comment dirais-je, spiritualistes. Voilà, ça lui plaisait pas du tout. Il a même combattu Hegel après l'avoir profondément admiré. Pourquoi ? Parce que Hegel tenait une chaire de philosophie à Berlin, mais il était pasteur. Même ça a fini par poser problème. Je pourrais continuer longtemps. Tout ce qui était susceptible de spiritualisme, il détestait. Pour lui, il n'y avait que le matérialisme, pur et dur. Bon, très bien. Écoutez, puisque l'heure tourne, je vous propose de passer maintenant à un autre énergumène, Lénine, à qui vous avez consacré un livre. Cette fois, c'était aux éditions de l'Ancre, c'est ça ?
Les secrets de Lénine, voilà le titre. Il est épuisé. Il est épuisé. Alors, du Alpha, voilà. On espère une réédition prochaine. Oui, mais que je modifierai quelque peu parce qu'il y a des éléments nouveaux qui ont été connus. Je changerai l'iconographie, etc. Bon, il faudra que ça ait l'air d'être tout nouveau, tout beau. Mais c'est toujours le même sujet. Lénine, c'est un cas très curieux. Il descend d'un médecin de la police secrète du Tsar pour son grand-père. Son père est un kazakh, c'est-à-dire un mongol d'origine, et sa mère est germanique d'origine. On a prétendu que, etc. Malheureusement, j'attends toujours les certificats de baptême. Peut-être que les Blancs ont toujours dit qu'ils devaient être juifs, etc. Mais où est le certificat de baptême? Puisque en Russie, c'était comme ça. Où vous étiez baptisé quelque part et on tenait compte de vous. Où vous n'étiez pas baptisé et vous n'existiez pas parce que l'état civil était tenu par l'Église dans la Russie tsariste. Donc, où est le document de la synagogue au cas où il aurait été, comme certains le soutiennent, à 25% juifs? J'avoue que je l'ignore. Je sais qu'il y a des polémiques depuis toujours là-dessus, mais peut-être que ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est les origines mongoles, d'une part, et d'autre part allemandes, très imprégnées. Sa mère était une protestante fanatique qui choquait tout son entourage parce qu'elle prenait toutes les dates du calendrier orthodoxe à rebours, parce qu'elle faisait dans son jardin des décorations qui n'avaient rien à voir avec la date, etc. Les gens appréciaient peu. Lui, le père, qui était noble, il était noble par fonction, puisqu'en Russie, c'était la noblesse administrative. Et donc, comme il était inspecteur d'académie sur une zone immense, il avait la noblesse de robe, comme on aurait dit en France au XVIIIe siècle. Alors, il a eu un frère, et ça c'est capital, frère aîné. Oui, c'est un traumatisme fondamental chez lui. Oui et non. La mort de son frère, Ceux qui ont parlé à Lénine n'étaient pas d'accord. Il leur manifestait, il ne voulait pas entendre parler de son frère. Qu'il détestait, d'ailleurs. Oui, il le détestait. Son frère était un bandit impliqué très brutalement. C'est un crétin, un imbécile. Il s'est fait prendre, il a été pendu. Et j'en ai assez de cette histoire de pendu. Attends l'air. Son frère était un bandit impliqué dans des attentats sanglants, qui a fini brutalement. Et cela a marqué le jeune. Il a été pendu. Mais Malaparte, par exemple, Lénine. Un auteur italien qui a connu Lénine, le dit en toutes lettres sur une page entière qu'il méprisait enfin son frère et qu'il ne commettrait pas son erreur. Et donc, effectivement, lui, il a réussi, à sa façon. Peut-être pas une réussite pour la Russie, mais il a réussi. Donc, il grandit, il fait des études. Il connaît, dans son enfance, un certain Kerensky, qui va devenir un social-démocrate bon teint, Troudovnik, comme on dit en russe. Il le connaît parce que le père de Kerensky exerçait la même profession que son père à lui. Il était inspecteur d'académie. Ça explique qu'il se soit connu dans l'enfance. Et on verra que les rapports avec les deux hommes seront d'abord très cordiaux, puis après vireront au vinaigre. Donc, il étudie. Alors, il a des ennuis parce qu'il fait de l'agitation politique. Il se fait repérer par la police. On lui cherche noise, mais pas trop méchamment. Et il finit par devenir avocat. Sa carrière durera quelques mois. 20 causes, 20 procès perdus. Il comprend qu'il n'est pas fait pour ça. Et à sa façon, il va vouloir devenir révolutionnaire professionnel, car il a découvert, Marx, que le gouvernement tsariste a laissé imprimer librement, parce que pour eux, c'est un livre d'un économiste, Le Capital, manifeste communiste, ils n'y ont pas fait trop attention, c'est dissimulable dans une poche pliée en 4. Alors donc, le Capital, ça les dérange pas. Il laisse les écrits de Marx se populariser en Russie. Un parti social-démocrate s'est constitué, qui va connaître une crise interne. Il va y avoir les majoritaires qui ne l'étaient pas d'ailleurs, les bolcheviks, de l'adjectif bolcho en russe, grand, majoritaire, et les mencheviks, les minoritaires. Les minoritaires étant souvent majoritaires, et les bolcheviks majoritaires, etc. Enfin, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Scission contre scission, etc. Et polémique à n'en plus finir. Lénine commence à y passer sa vie. Et comme sa mère est très fortunée après la mort de son père, elle le soutient financièrement à l'étranger. Et d'autre part, dans sa scission,
les bolcheviks, il a des gens qui vont rabattre des fonds, qui vont essayer de toucher des cotisations en Russie, qui vont introduire des tracts et des livres subversifs, et qui vont se faire payer pour ça par les gens qui vont les lire. Il faut payer les passeurs, d'ailleurs, il faut bien qu'ils mangent, voilà, etc., pour échapper à la douane, à la police, à l'Okhrana, qui regardent ça d'un œil très sympathique. Pourquoi ? Ça divise les révolutionnaires. Ah oui. Il n'y a pas un groupe révolutionnaire qui apparaît en Russie sans qu'immédiatement Lénine le cartonne. Il ne veut pas de concurrent. Déjà, il se prend pour quelqu'un, alors qu'au départ, il n'est qu'à la tête d'un groupuscule. Mais il rencontre des gens. Il voit un Géorgien mal dégrossi, une espèce de voyou sorti de son nisba, comme disait le camarade Trotsky, dont on aura l'occasion de dire quelques mots. Il le regarde, et puis il discute avec lui, et il s'aperçoit que le nommé Djougashvili, qui se fera donc quelques années plus tard appeler l'homme d'acier, Staline, le nommé Djougashvili peut être utile. Il s'aperçoit qu'il a ce que la police aurait appelé des mauvaises relations, qui pour lui sont des bonnes relations, des gens sortis du bagne ou de prison. On ne sait pas où commence le politique et où finit le tueur de droit commun, mais ça peut être intéressant. Et finalement, que va faire Staline ? Il va organiser des je ne devrais pas dire ça pour un bolchevique, mais c'était des expropriations, comme disaient nos anarchistes en France dans les années 80-90 de la fin du 19e siècle. On attaque les riches, on les vole, on les exproprie de ce qu'ils ont volé au peuple. Voilà. Bon, il fait des mais lui, il les fait sur une grande échelle, le camarade Staline. On n'a pas l'air comme ça. Il fait attaquer, par exemple, sur la grande place de Tiflis, capitale de la Géorgie, les Géorgiens. Il fait attaquer un convoi escorté par les Cosaques. Il y a environ 15 tués et la caisse, l'argent qui était destiné à la banque qui était sur la place disparaît. Et on retrouve des billets naturellement en Europe occidentale parce qu'une partie est partie pour subventionner le camarade Lénine. C'est pas beau ça, l'altruisme. Donc le camarade Lénine est précieux pour ça. Il est spécialiste de tout ce qui est voyoucratie et Lénine l'appelle le merveilleux géorgien. On a dit que, oui, je lisais récemment l'Humanité à propos de l'organe central du Parti communiste français, à propos des commémorations du coup d'État d'octobre. Et qu'est-ce que je lis ? Lénine n'a rien à voir avec Staline, mais pas écrit une fois, au cas où j'aurais été analphabète 10 fois. Bon, alors j'ai fini par comprendre ce qu'il disait. Alors ce qui est déjà délicat, c'est que Lénine va avoir un rôle beaucoup plus important. Staline va avoir un rôle beaucoup plus important. Lénine passe d'un pays à l'autre et finalement, vers 1913, il est complètement démoralisé. Il se dit que la guerre contre les mencheviks va durer éternellement, qu'il y a un nommé Trotsky qui passe entre les bolcheviks et les mencheviks sans arrêt, qui fout la panique. Bon, il avait trouvé Trotsky toujours très intéressant au départ, mais après, quand il voit que l'autre n'est pas fiable politiquement, lui, il mène une guerre de tendance. L'autre, il veut sa révolution. Or, il y a eu la révolution de 1905. Effectivement, Lénine n'était pas en Russie. C'est Trotsky, un de ses amis nommé Parvus, de son vrai nom Helfand, qui ont dirigé les événements à Saint-Pétersbourg. Donc il n'a pas aimé que l'autre se mette au premier rang, lui qui estimait être le seul vraiment cultivé, etc., etc. Il n'a pas du tout apprécié Lénine. Bon. Alors, il va donc se réfugier à un moment donné en Autriche-Hongrie, dans le sud de l'Autriche-Hongrie, qui appartenait autrefois à la Pologne, dans une station de tourisme luxueuse, etc. Tiens, d'où vient l'argent, diraient les communistes, parce que c'est un argument socialiste et communiste de toujours. Et quelqu'un dit quelque chose contre vous, vous demandez, mais dis donc, toi, pour être assis là en ce moment, là, c'est l'heure du travail, d'où vient l'argent ? Alors on pourrait leur adresser la question. Ouais. L'argent, il venait en particulier du camarade Staline, d'autres moins chanceux, comme le futur ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, Litvinov, qui s'est fait arrêter par la police en Europe occidentale, a passé des faux billets. Et ils ont été une dizaine, dont la plupart sont devenus des chefs de l'Union soviétique par ailleurs, à se faire prendre par la sûreté française, par la police belge, allemande, etc. Dans toute l'Europe, ils avaient inondé l'Europe de faux billets. C'est pas beau. Bon, on voit que pour connaître le milieu, comme on disait en vieux langage français, ici
connaissait, en tout cas, dans toute l'Europe d'ailleurs. Bon, donc cette plaisanterie tourne mal, la fausse monnaie, etc. Lénine, donc, est entretenu en Pologne et il fait venir Staline. Pourquoi ? Parce que Staline est un minoritaire. Il est d'une nationalité minoritaire en Russie. Il discute avec lui et il lui dit « Mais camarade Staline, comment vois-tu si nous prenons le départ ?» À l'époque, Lénine n'y croyait pas, mais il essayait de s'auto-persuader. « Comment vois-tu une constitution d'un nouvel État ?» L'autre a dit « Oh, camarade Staline, il faut que j'étudie là-dessus. » Il dit « Bon, bah tiens, prends le chemin de fer, va à Vienne, c'est pas loin, là, à la bibliothèque impériale, tu trouveras tout ce que tu veux. » Il y va, il y rencontre Staline, et là commence leur haine. Ils étaient dans la même pièce où il y avait un samovar, et Staline, comme Trotsky, voulait se servir le premier. C'était en quelle année ? Ça, c'était au milieu 1913. Trotsky était d'ailleurs un agent rétribué des Austro-Hongrois, parce qu'il connaissait bien l'Ukraine. Sa famille vivait en Ukraine. J'ai oublié de signaler son nom, c'est Bronstein, qui n'est pas vraiment un nom russe, qui est un nom qui vient plutôt du pays germanique. Lev Davidovich Bronstein. Oui, Davidovich, oui, parce qu'il y avait quand même les ascendants qui n'étaient pas vraiment juifs, puisqu'il était karaïte. Il était d'une, je dirais pas une secte, mais de gens qui ne pratiquaient pas la religion juive. Il n'allait pas à la synagogue, il refusait de reconnaître la synagogue, ce qui enquiquinait l'administration tsariste, qui ne connaissait que les certificats de baptême. Oui. Alors donc c'était une histoire de fou. Mais terminons sur Lénine, si vous voulez bien. Voilà. Alors, donc finissons-en. Donc il lui demande de s'occuper de ça. Staline, étudie. Et puis, début 1914, il rendra son devoir au camarade Lénine. Eh bien, ce sera exactement, quelques années plus tard, la constitution de l'Union soviétique. C'est Staline qui a fait le travail, comme on le considère comme une brute assoiffé de sang, incapable d'œil. Chef d'État, il avait une bibliothèque de 50 000 volumes, et à l'époque, dans les années 20 et 30, tout était annoté au crayon, même en France. Tout le monde annotait au crayon. Les 50 000 volumes sont annotés de sa main. Il lisait jusqu'à 6 à 8 heures par jour. Signalons d'ailleurs à propos de la bibliothèque de Staline qu'elle comportait, je fais référence à notre émission précédente, elle comportait de nombreux ouvrages ésotériques, religieux, mais aussi ésotériques, minutieusement annotés de sa main. Il travaillait réellement, il ne se contentait pas de saouler les gens à la vodka la nuit. D'ailleurs, certains l'ont éprouvé à leurs dépens ce que ça signifiait. Il travaillait. Oui. Donc, Staline a créé en fait l'Union soviétique. Lénine a repris son canevas. Et Lénine pense à partir en Amérique. Il se dit, ça stagne, je suis en train de tourner en rond, ça ne peut plus durer. Il faut que je parte aux États-Unis, c'est peut-être plus intéressant. Et là, divine surprise, la Première Guerre mondiale éclate. Il est vrai qu'il y avait une guerre qui avait éclaté, 2 guerres qui avaient éclaté auparavant et qui intéressaient la Russie. Et là, je suis obligé de parler de son père, qui, comme je vous l'ai dit, était d'origine asiatique. Fidèle sujet du tsar, d'ailleurs, orthodoxe, intransigeant, etc. Oui, mais Lénine a gardé des traits un peu mongoléides, voilà. Mais la guerre éclate en Chine. Les puissances occidentales voient un ambassadeur, c'était l'ambassadeur d'Allemagne d'ailleurs, massacré dans le quartier des ambassades. Elles décident d'intervenir contre les boxeurs et le gouvernement impérial chinois. Et les soldats russes sont parmi le contingent international, avec les Allemands, les Français, etc. Et écrasent les boxeurs et les xénophobes chinois. Et donc, ça ne plaît pas à Lénine, qui parle d'assassins de civils, etc., mais qui ne dit pas un mot des massacres d'Européens ou de missionnaires, etc. Il se solidarise totalement de la Chine. Ça, c'était en 1900-1901. Peu de monde l'avait lu. Mais 1904-1905, guerre avec le Japon. Que fait Lénine ? Il rencontre discrètement l'attaché militaire japonais. Il en obtient la promesse d'une livraison par un cargo discret d'armes, financées en Europe de l'Ouest par l'attaché militaire japonais responsable. Voilà. Simplement, il se fera rouler. Les socialistes révolutionnaires, mouvement d'extrême gauche concurrents,
réussissent à pirater le bateau pour leur compte. Manque de chance, eux aussi se feront avoir parce que la marine du tsar interceptera le navire. Et donc la guerre civile n'éclatera pas. Si, totale n'éclatera pas à ce moment, elle éclatera à Saint-Pétersbourg avec les efforts de Trotsky qui mène le soviet avec Parvus, de son vrai nom Helfand, qui mène également, et d'une manière géniale, etc. Mais ils finiront par être écrasés, arrêtés, condamnés à une peine, somme toute symbolique, quelques années, et d'ailleurs Trotsky s'évadera, Parvus sera libéré par anticipation, etc. Pas de problème, pas de répression totale, etc. Bien que l'insurrection de Saint-Pétersbourg eût été extrêmement sanglante. Le gouvernement du tsar a été vraiment trop généreux, il l'a payé par la suite. Cette révolution, naturellement, c'était du fait des défaites initiales de l'armée du tsar sur le front face aux Japonais. Et les bolcheviks, les socialistes révolutionnaires, les sociodémocrates à la Kerensky, tous s'en sont servis contre le tsar, qui, malgré sa répugnance pour cela, est obligé de modifier le fonctionnement. Il y a un parlement, etc. Il y a une constitution. Ça ne l'emballe pas, mais finalement, il finit par accorder au moins les oripeaux extérieurs de la démocratie, déjà. Et comme toujours dans la démocratie, tous ces partis, après, se mangent le nez une fois qu'ils peuvent se livrer aux joies électorales. Et donc, ça atténuera les choses pour le régime en place. Voilà. Alors, revenons à la Première Guerre mondiale. Lénine n'a pas caché le plaisir qu'elle lui procurait. Il s'en est réjoui très bruyamment. D'ailleurs, à cette époque, précisons qu'il effraie ses camarades par son fanatisme total et ses propos qui annoncent déjà le sang qui va couler. Oui, alors il a coulé à flot. Permettez-moi une citation. Dès 1914, il prophétise, Lénine, « Pas de révolution sans bain de sang. Nous ne faisons pas la guerre contre les personnes en particulier. Nous exterminerons la bourgeoisie comme classe. » Le programme était clair. Les propos les plus violents étaient proférés publiquement. Le moyen était... Oui, normalement, il y a un petit épisode. Quand vous entrez en guerre avec un pays, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez, ça a été pratiqué en 14, ça a été pratiqué en 39, ça est toujours pratiqué dans toutes les guerres dignes de ce nom. Vous mettez les sujets de la nation avec qui vous êtes en guerre, vous les mettez derrière des barbelés. C'était déjà très pratiqué à l'époque. Lénine était le sujet du tsar. Ulyanov, dit Lénine, puisque c'est un pseudonyme, Lénine, je comble cette lacune. Ulyanov était sujet du tsar, donc il est arrêté par la police autrichienne dans sa résidence luxueuse, et il est mis en prison. Il va y rester 48 heures, puisque des gens très serviables interviennent auprès des socialistes autrichiens, Victor Adler et consorts, et comme le gouvernement de François-Joseph est très proche en fait des sociodémocrates, il est libéré. Il est libéré et il est autorisé à partir en Suisse, pays neutre. Ça tombe bien parce qu'il a reçu un mandat très important d'un membre de sa famille qui était dans une banque autrichienne qui aurait dû être saisie. Il est libre de partir avec l'argent. Un cadeau extraordinaire à un sujet étranger. Le camarade Trotsky aura le même cadeau. Lui, il est officiellement stipendié de la police secrète autrichienne pour susciter une insurrection anti-russe en Ukraine. Forcément, né en Ukraine, il connaissait l'Ukraine. Et donc c'était à ça qu'il servait pour les Autrichiens. Donc il part en Suisse et il va passer beaucoup de temps. Et là, en Suisse, dès 15-16, il va organiser des conférences internationales de tous les pacifistes et défaitistes d'Europe. Des Français y iront, de la CGT par exemple. Des socialistes français y iront. Le gouvernement de défense nationale les empêchera pas, aussi étonnant que ça puisse paraître. On verra des gens de toutes sortes de nationalités. On verra des Italiens, comme la Balabanova, qui sera une des dirigeantes, etc., socialistes qui y vont. Et cette mini-internationale, que fait-elle ? Elle adopte le point de vue de Lénine progressivement. Il a eu du mal à le faire passer, mais elle y est arrivée. Il faut transformer la guerre étrangère en guerre civile. L'ennemi,
ce sont nos propres officiers, nos propres soldats fidèles aux officiers et fidèles à ce chien de tsar. Il nous faut donc transformer la guerre étrangère en guerre civile. Ce qui est en général une guerre encore plus épouvantable que la guerre étrangère, si c'est possible. Oui. Et finalement, les idées de Lénine commencent à percer. Et là, nous abrégions sur Lénine. Oui, et là, on va en arriver à la première révolution de 17, la révolution socialisante et libérale, combinée des deux, qui tournera au mélange toxique. Très bien, on continuera peut-être après. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Cette émission est consacrée aux fondateurs du communisme ainsi qu'à la révolution bolchevique. Si vous nous écoutez en direct, le jeudi 23 novembre, vous pouvez nous faire part de vos remarques ou questions par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopie au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à l'adresse courtoisie@radiocourtoisie.fr. Très bien, et puis tout de suite nous allons diffuser une petite annonce. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 3 décembre, nous célébrerons le 30e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 3 décembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2017 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 3 décembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Eh bien, chers auditeurs, je espère vous retrouver à ce repas d'anniversaire. J'y serai pour ma part. Reprenons donc notre sujet. Terminons sur Lénine, si vous voulez bien, Nicolas Tandler. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous lui avez consacré une biographie intitulée « Les secrets de Lénine ». Alors, après cette première révolution socialiste de 17, que fait Lénine ? Bon, Lénine, un moment tout seul, mais qui en Suisse va voir des gens de tous les pays d'Europe lui rendre visite à l'occasion des conférences internationales, comme par exemple celle de Quintal, etc. Genre de manifestation suivie de très près par les officiers français de l'ambassade en Suisse, par les Allemands aussi. Et les Allemands, comme ils espionnaient quand même les Autrichiens, et comme les Autrichiens les espionnaient aussi, ils ont découvert l'intérêt des Autrichiens pour des gens comme Trotsky et Lénine. Ça leur a mis un point d'interrogation dans la tête. Et là, je suis obligé très vite de dire un point d'histoire militaire. Jamais les armées austro-hongroises n'ont coopéré avec les armées allemandes en se battant contre le même ennemi, la Russie. Ce qui explique pourquoi l'armée tsariste a pu remporter des victoires intéressantes et contre les Allemands et contre les Autrichiens. Il n'y avait pas de coordination alors qu'ils se battaient contre le même ennemi. C'est pour dire que la confiance ne régnait pas. Pourquoi ? Parce que tous les deux voulaient l'Ukraine. Voilà. Le Guillaume II voulait l'Ukraine et la famille impériale d'Autriche voulait également l'Ukraine. Alors donc, ils se regardaient en chien de faïence, mais les Allemands avaient étudié ce que faisaient les Autrichiens et ils avaient découvert comment Lénine était arrivé, grâce à la bienveillance, la mansuétude et avec beaucoup d'argent, en Suisse, grâce aux Autrichiens. Ils se sont dit, tiens. Alors, ils commencent dans les camps de prisonniers russes dès 1915
a envoyé des officiers spécialisés pour sommer le défaitisme parmi les prisonniers, ce qui était plus facile que parmi les soldats russes victorieux, ça c'est certain, et de voir des sujets intéressants, prêts à travailler éventuellement pour l'armée allemande en mettant fin à la guerre. Comment ? En déclenchant la révolution en Russie. Et pour ça, ils ont un poisson pilote extraordinaire, Parvus. Elfand dit Parvus. Parvus petit parce que en fait, Elfand, là, c'est une contraction d'éléphant, son nom de famille. En fait, il était énorme, massif, très grand, et pesant un nombre de kilos respectable. Tout le monde l'appelait petit en latin, Parvus. Bon, il était très bien vieux de la social-démocratie allemande. Et Guillaume II va entendre parler de ça. Il va s'enticher du projet. Et il va demander que ce soit traité uniquement par l'état-major impérial, le sien. Là, il cherchera des officiers comme Ritzler et d'autres de s'occuper de ça jour et nuit, et ça prendra forme. On recrutera de plus en plus de types dans les camps de prisonniers. On les renverra en Russie, soi-disant évadés, ou libérés parce que blessés, Croix-Rouge, etc., pour démoraliser l'armée russe. Ce sera fait sur une grande échelle, et ça se développe. Bon, et ça donnera ses fruits. Dès 1915, massivement. Et puis, en 16, ça continue. Et là, il y a déjà des événements très graves, notamment qui frappent les Français. Et on n'en parle jamais en française. Aux usines Renault, Poutilov, qui fabriquait des locomotives, des automitrailleuses, etc. Il y a des grèves sanglantes. On tue des ingénieurs et des contremaîtres français aux usines Renault de Pétrograd, puisque Saint-Pétersbourg s'appelle maintenant Pétrograd, puisque Saint-Pétersbourg fait trop allemand. Voilà, c'est pour ça. Depuis 1914, il se passe des choses bizarres. Et là, les idées de Staline commencent à percer, les fameux halogènes vont bouger. L'armée tsariste est organisée sur des régiments d'origine. Par exemple, les Lettons sont regroupés dans des régiments lettons, les Lituaniens dans les régiments lituaniens, les Polonais, une partie de la Pologne était russe, sont regroupés dans des régiments russes, etc. Comme ils ont souvent des aspirations nationales, c'est très facile de faire de la propagande défaitiste. Et donc, ça commence, notamment dans les régiments basés à Pétrograd, qui est la capitale. Et notamment les régiments lettons, par exemple, enfin les régiments baltes en général, sont très atteints. Ça gagne. Et donc, un jour, il se passera quelque chose d'étonnant. Bon, une grève éclate au moment où la température est tombée vers moins 15, moins 20, début 1917, aux usines Poutilov Renault en particulier, et les locomotives qui amènent le pain dans les boulangeries de Saint-Pétersbourg, gelées, n'ont pas pu être dégelées, et c'est les boulangeries sont vides. Donc ça va commencer à bouger en janvier, février, mars, enfin, en Russie, il y a un autre calendrier. Bon, c'est en avril, effectivement, que pour nous, ça se liquide, mais en fait, il y a un décalage. Donc, selon le calendrier julien, les événements sérieux commencent dès janvier, février, mars, et à un moment, toutes les boulangeries restées ouvertes sont pillées, d'autres commerces le sont aussi. La préfecture demande de maintenir l'ordre, puisque c'est quand même la ville capitale. Il y a le Versailles du Tsar qui est à côté, ça affiche mal, il faut rétablir l'ordre à tout prix. La police a beaucoup de mal, et brusquement, l'armée est appelée en secours, et l'armée ouvre le feu sur la police, et tue par dizaines les policiers. C'est donc là aussi un coup d'État militaire, ce qui n'est jamais dit. On parle de soulèvement populaire, on ne dit pas que c'est l'armée avec les officiers libéraux socialistes et les soldats bolcheviques qui a pris le pouvoir, on ne le dit jamais. Mais les policiers sont massacrés, et d'un seul coup, tout va s'effondrer. Raconter comment ça s'est délité, il va falloir que nous fassions. Oui. Alors d'ailleurs, puisque nous parlons de l'avènement de la révolution bolchevique, de la révolution russe, frère Thierry, je voulais vous demander, vous qui êtes un connaisseur du monde russe, quel était l'état d'esprit en Russie à cette époque ? Alors, malheureusement, on pourrait éventuellement, mais on n'a plus le temps... Parlez bien en face du micro, de faire un parallèle entre la situation morale de la France la veille de la Révolution française
et ce qui se passe en Russie. Et pour les auditeurs qui voudraient avoir quelques notions, je les inviterai à lire un roman de Leskov, À couteau tiré, où il montre une petite bande de révolutionnaires, à la limite des léninistes ou des nihilistes, et qui, au bout d'un certain temps, ne croient plus à leurs idéaux, mais tuent par goût de l'absurde. C'est un roman prémonitoire. Qu'est-ce qui se passe ? Après 1905, la Russie est un régime, qu'on pourrait dire constitutionnel. Il y a une Douma. Ça ébranle, qu'on le veuille ou non, la société, les institutions. Quelque temps avant la Révolution, il y a une adresse à l'empereur, signée par la plupart des généraux, qui, quelques mois après, abandonneront le tsar, le traitant d'autocrate, notre autocrate, ainsi de suite. Il y a un général qui refuse, qui était inspecteur général de l'armée, le général Volkansky, qui sera peut-être le seul blanc monarchiste, après généraux contre-révolutionnaires. Il ne faut pas oublier que, je saute dans l'histoire, que la plupart des généraux blancs, en fait, étaient des révolutionnaires. Que la société russe, à la veille de la Révolution, il y avait un vide moral, un vide spirituel. Alors c'est peut-être, sur la longue durée, les résultats de Pierre le Grand, une église synodale, plus missionnaire, à part quelques-uns. On voit très bien que l'aristocratie est jouisseuse et libertine et irreligieuse. Quand il y a les moments dramatiques qui se passent, on voit des guignols démocrates, entre autres le président de la Douma, il faudrait écrire un livre pour présenter le personnage, Bouchil lui-même, qui écrit au tsar, mais démissionnez, je porte garant de l'ordre. On voit très bien qu'il va être balayé tout de suite. De même, le haut commandement militaire tsariste, la plupart des généraux, poussent le tsar à démissionner. Et on voit ce qui est arrivé. D'abord, la bourgeoisie libérale avec Kerensky, ça a duré quelque temps, pas longtemps, parce que ça a été la débandade. Kornilov a essayé de rétablir un peu l'ordre, au moins dans l'armée. Et, bien sûr, les bolcheviks en profitent, les réactionnaires. Et Kerensky cède. Et le coup d'état militaire bolchevique en est la conséquence. Vous parliez de l'état spirituel du pays à la veille de la Révolution. Il faut préciser aussi que peut-être il y avait déjà à cette époque une pénétration importante des idées maçonniques, alors, ce qu'il faut une effervescence ésotérique et occultiste. Tout le monde pense à Rasputin, par exemple, c'est le plus connu. Ça remonte à beaucoup plus loin. Oui. Il faut savoir que quand les armées du tsar ont libéré la France, et ont permis que la France, en tant que pays, reste indépendant. Alors que l'Angleterre voulait une occupation militaire, le démembrement de notre pays. Il ne faut pas oublier que c'est ce tsar qui a ordonné sur la place de la Concorde les premières cérémonies expiatoires pour les crimes de la Révolution, entre autres de Louis XVI. Mais les troupes russes à Paris ont été en contact avec les loges maçonniques. Et ça donnait quelques années plus tard les décembristes. Et un peu plus tard, quand Napoléon ira jusqu'en Russie, on verra des contacts entre les différentes loges maçonniques européennes et russes. Donc il est évident qu'il y a eu un travail de sape. Mais c'est fascinant le nombre de parallèles que l'on peut dresser entre la Révolution russe et la Révolution française. C'est évident. D'ailleurs, y compris dans l'État qui précédait la Révolution, dans ces différents pays. D'ailleurs, la Révolution française, me semble-t-il, a été la matrice des autres révolutions. Alors, petite parenthèse. Lénine, d'ailleurs, en parlait. Mais bien sûr. Est-ce qu'il faut voir que Marx a été très circonspect, très
ironique vis-à-vis de la Commune de Paris. Alors, c'est intéressant de voir. Il n'a jamais cru à la Révolution en France. Et il n'aimait pas les Gaulois. Voilà. C'est amusant. Marx avait aussi un certain mépris pour les Russes. Oui, alors, mais Lénine aussi. Il ne faut pas oublier que quand les bolcheviks prennent le pouvoir, il y a une haine du passé, de la littérature russe, de la langue russe pure. Et c'est peut-être, c'est difficile à savoir, les idées de Trotsky, un certain internationalisme, et Lénine le fait taire rapidement, mais dans les premières années de la révolution bolchevique, on voit très bien que la société s'effondre. Le mariage est quasiment... aujourd'hui, Macron serait ravi. On peut se marier, pas se marier, vivre à la colle, divorcer, avorter... enfin, tout est permis. Oui, mais c'est un aspect un peu méconnu du communisme. Oui. Chez Lénine, ça se retrouve déjà. Oui, bien sûr. C'est non seulement un programme économique et social, mais c'est aussi un programme de révolution des mœurs. Oui. De révolution sociétale, comme on dirait maintenant. Sociétale, mais c'est lié. Et Lénine avait une vie très, très libre. Voilà. Alors, on a un petit détail qu'on a oublié, que quand il est revenu en Russie, il est rentré déguisé en pasteur luthérien. Ah bon. Mais il ne faut pas l'oublier, cette année où on commémore Luther. Certes. D'ailleurs, pour en terminer avec Lénine, parce que je voulais que nous finissions sa biographie succincte, je vais me permettre de citer, sous votre contrôle, Nicolas Tandler, de citer à la fin d'un article qui était paru dans la revue L'Héritage, numéro 7, sur Lénine, sur la fin de sa vie. Donc je cite. « Arrivé au pouvoir, Lénine donne à sa bande de voyous un mot d'ordre, piller tout ce qui peut être pillé. Ouais. Le futur syphilitique en profite pour proclamer le principe de la liberté sexuelle et dépénalise l'homosexualité. L'avortement est légalisé tout de suite. Lénine a aussi la géniale idée d'instaurer un bureau de l'amour libre, entre guillemets. La police politique, la Tchéka, est aussi une de ses inventions. Dzerzhinsky, nommé à sa tête, proclame « Pour faire ce travail, il faut des anges ou des démons. Moi, je n'ai que des démons. » Reconnaissons au moins à l'homme le sens de la formule historique. Je continue la citation de cet article. « Mais tant de sang répandu finit par dévorer l'homme qui succombe à la maladie. L'agonie est effroyable. Lénine se cache parfois pendant des semaines dans un petit bâtiment en refusant de voir la moindre personne. En 1923, un tchéquiste du NKVD, tenant la garde devant la cabane de Lénine, entend un hurlement inhumain qui ne ressemble à rien. Il sort et voit Lénine, emmitouflé dans une sorte de draperie, la tête tournée vers la lune. Lorsqu'il meurt le 21 janvier 1924, la température de son corps monte brusquement à 42,3 degrés. Le thermomètre éclate. Ainsi s'achève la vie du saint du communisme. » On pourrait dire, comme disait Volkov, fin de l'article. Voilà. La trinité du mal. Oui, voilà. Bon, c'est un aspect assez méconnu du personnage. Mais qui, cet aspect, disons, libertaire, Staline y mettra fin. Mais ça, alors, pour revenir à ce que vous disiez, ça rejoint aussi le libéralisme, le projet libéral. Bien sûr. Et à la limite, encore des points communs. Kerensky a été le marchepied pour Lénine. Il a préféré Lénine à Kornilov. Ouais. C'est évident. On voit très bien que, sans faire de parallèle avec aujourd'hui, mais un général qui fait quelques observations, mais c'est un factieux en puissance. Donc il faut qu'il démissionne. Et si nous disions quelques mots de Trotsky, qu'on a très rapidement évoqué tout à l'heure, puisque les trotskistes sévissent toujours, ont atteint des postes parfois très importants dans la société, dans le monde politique, notamment au Parti socialiste, dans les médias, dans le monde culturel. Dans le gouvernement français. Voilà, mais je parle de la France, particulièrement. Des Jospin, des Drey et compagnie. Oui. Et souvent, Trotsky est présenté par ses partisans comme le gentil de la bande, la victime même, le pauvre, qui n'a pas de sang comparé au monstrueux, de sang sur les mains comparé au monstrueux Staline. Il y a une sorte de légende dorée autour de Trotsky, dans le monde politique de la gauche française. Comme Che Guevara. Mais très, très éloigné de la réalité. Et c'est vrai que si Staline a des millions de morts, des dizaines de millions de morts sur la conscience, Trotsky, lui, n'en a que
quelques millions. Mais c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de finir d'arriver au bout de son projet. Il n'a pas eu le pouvoir, il n'a pas eu le temps. Mais il était très bien parti. Rappelons que c'est quand même lui le créateur de l'Armée Rouge. Exactement. Et qui se réclamait pour sa politique de terreur. Il se réclamait de la terreur de la Révolution française. Cette technique, quand on regarde par exemple les généraux de l'Armée Rouge, à 80%, ce sont des généraux de l'armée tsariste. Alors, oui, dites-nous comment ils sont restés. Alors, pourquoi pas sont-ils forcément qu'ils étaient devenus bolcheviques comme ça par conversion. Non. Trotsky prenait en otage la famille, et s'ils ne marchaient pas, ils étaient exécutés. Effroyable. Non, c'était une bonne technique. On doit aussi à Trotsky l'organisation de famine. Mais je pense notamment vis-à-vis des paysans qui considéraient aussi comme des ennemis. Ce qui est important, je pense, qu'il faut retenir de Trotsky, c'est l'internationalisme par rapport à Lénine. Oui, et à Staline surtout. Oui, surtout à Staline qui a choisi la Russie, alors que Trotsky, c'est le mondialisme en fait. Oui. Le mondialisme tout de suite, tandis que Staline, c'était le mondialisme peut-être à une autre cadence. Il veut la guerre civile dans tous les pays du monde. Trotsky voulait que la révolution communiste se répande à travers le monde rapidement et par les armes, il le disait lui-même, à l'image en fait de l'islam au début de son expansion. Au passage, tirons un coup de chapeau à Lénine lorsqu'il laisse constituer la Tchéka, décembre 1917. Alors la Tchéka présente une particularité très curieuse. Vous avez affaire à deux policiers qui sont à la fois des policiers qui vous arrêtent, qui font un constat des crimes qui vous sont reprochés, qui vous jugent et vous condamnent à mort et qui vous exécutent. Triple fonction. L'investigation, le jugement et la mise à mort. Alors je signale donc que 980 000 de ces policiers ont été exécutés en 38-39 sur ordre de Staline. Alors, bon, la révolution dévore ses enfants. Bon, c'est toujours c'est un classique. C'est un classique, Voilà. Signalons aussi chez Trotsky un trait de son caractère qu'on retrouve chez beaucoup de chefs du communisme, c'est son goût pour le luxe et le confort. Ça a toujours été un dandy pendant la Révolution. Et la dépravation. Ah oui. Mais là, c'est peut-être moins surprenant. Mais pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, et lui-même ensuite, quand il faisait la guerre, dans son train blindé là, hérissé de canons et de mitrailleuses qui tiraient sur tout ce qui bougeait, équipé comme l'Orient Express, il était toujours dans un costume tiré à quatre épingles, et il faisait venir d'Angleterre son tailleur. Et puis toute sa vie, il a vécu dans des villas plus somptueuses les unes que les autres. Oui. Palais princier, etc. Il ne se refusait rien. Ça s'est mal terminé. Staline avait de la suite dans les idées. Cette dernière compagne était une française. Bon, il en a eu tellement que mais sa dernière qui l'a accompagnée dans son exil était une Française. Il a fait un drôle de circuit. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il a séjourné en France, où il a posé d'énormes problèmes au gouvernement français. Il était avec un de ses fils qui a été tué par les staliniens à Paris. Il a été hospitalisé dans une clinique théoriquement dans le 15e arrondissement, théoriquement dirigée par des Blancs. En réalité, c'était des agents de la GPU, comme on disait à l'époque. Ils l'ont fait passer de vie à trépas, etc. Et puis finalement, ils l'ont tué, comme chacun sait, au Mexique, par le nommé Ramón Mercader, un travail préparé depuis des années. Là, Staline était satisfait. Et c'est vrai que la différence entre un Staline et un Trotsky, elle est très simple, ça tient en un mot. Russie d'un côté, même si c'est une grande Russie, et de l'autre, mondialisme. C'est ça la différence. Oui, internationalisme. La défense du socialisme dans un seul pays, la Russie, disait tout le temps Staline, et Trotsky voulait la guerre civile universelle immédiatement. Alors, ce qu'il faut voir que certains des financiers de Trotsky étaient des grands banquiers. Alors ça aussi, il faut le souligner, américains. En parlant de la schizophrénie des chefs communistes. Mais c'était un banquier américain qui avait une haine rabique de la Russie. C'est lui qui avait financé, entre autres,
bien avant. On parlait de la banque Schiff, c'est Oui, ça bien sûr. Qui ne pardonnait pas, en fait, au régime tsariste, les lois antisémites. Voilà. Oui. Et donc, ils voulaient lui faire payer. Et c'est eux qui ont financé, entre autres, mais bien avant, la guerre russo-japonaise. Et Trotsky a été arraisonné, je crois que c'est en Amérique latine, avec une somme extraordinaire d'argent liquide sur lui. On l'a fait descendre du bateau, je sais pas, il devait avoir $300,000. C'est incroyable. Incroyable. Elisabeth, quelques messages ou remarques d'auditeurs ? Alors tout d'abord, un auditeur nous félicite. Bravo pour cette émission passionnante, nous nous régalons. Donc, merci messieurs. Merci. On va revenir peut-être un peu en arrière du coup, parce que la question date un peu. Quelle est l'explication du dévouement d'Engels envers Marx ? Ah oui, très en arrière. Oui. Il a été subjugué intellectuellement par Marx, aussi étonnant que ça puisse paraître. Oui. Alors qu'en fait, il avait toutes les raisons de détester. Ben non, il s'est laissé subjuguer. Il l'a entretenu toute sa vie. Il a accepté toutes les fantaisies de Marx, etc. Il a couvert une naissance adultérine qui aura entraîné une catastrophe entre Madame Marx et son mari, etc. Enfin, on peut difficilement faire plus que ce qu'il a fait. Et il a continué le marxisme. S'il n'y avait pas eu Engels, nous n'aurions plus entendu parler du marxisme en 1900. Ça n'existait plus. C'est lui qui a maintenu le flambeau, qui a maintenu l'étincelle en Allemagne. Et après, il a mis le feu à toute l'Europe quelque temps après. Voilà. C'était quand même un curieux pasteur. Et Engels, c'était quand même quelqu'un de très curieux. Très curieux. Ouais. Peut-être sous ses allures. Il était très militaire prussien. Voilà. Il adorait écrire sur les affaires militaires et dans tous les pronostics qu'il faisait, immanquablement, il se trompait. Il pensait que les Français allaient être écrasés par les Autrichiens lors de la guerre qui a été marquée par Solferino et Magenta. Il l'a écrit. Il s'est trompé à chaque fois. Il était convaincu que les Prussiens seraient battus par les Français en 1870-71. Malheureusement, il avait tort, etc. Mais alors qu'il avait été officier de l'armée prussienne. Alors que Marx, il n'a jamais vu un fusil de sa vie. Voilà, c'est tout. Et il a même fait la guerre civile en 1848. Et il a réussi à se faire blanchir par le fait que le ministre de l'Intérieur avait intérêt à avoir un mouchard à Londres et qu'il était le beau-frère de tonton Marx, le haïssant en plus, mais il en avait besoin. Et tous les complots machinés depuis Londres, eh bien, ils échouaient comme par hasard, sans que personne se demande d'où ça venait. Je me répète, mais c'est important d'un point de vue moral. On a affaire à quelqu'un de totalement amoral en ce qui concerne Marx. Mais alors, totalement. Totalement. Une autre question d'auditeur. Quelles ont été les relations entre Karl Marx et le prince Kropotkin ? Très mauvaise. Question pointue. Très mauvaise aussi. Il l'appréciait pas parce qu'il soignait plutôt le terreau anarchiste, le prince en question. Kropotkin, il a écrit un livre fort intéressant, qui a été traduit d'ailleurs en français dès avant la Première Guerre mondiale. Mais au moment où Marx le connaissait, Kropotkin n'était que dans les débuts, attention, parce qu'il était mort avant que Kropotkin ne s'envole en quelque sorte et ne soit connu de toute l'Europe. Mais il avait déjà lu les premiers écrits de Kropotkin. Mais naturellement, comme il n'était pas inféodé au mouvement marxiste, ça ne l'intéressait pas. Tout ce qui ne lui obéissait pas au doigt et à l'œil, ça ne l'intéressait pas. Il notait, il prenait les bonnes idées dans les textes. Et Kropotkin, c'est intéressant parce que quand on le lit, on découvre pour lui le schéma pour abattre le tsarisme, tout prince qu'il était, c'était de renouveler la Révolution française. Voilà. C'est tout, Kropotkin. Mais il était assez proche de Proudhon. Oui. Assez proche de Proudhon. Proudhon était anarchiste, mais pas l'anarchiste que nous concevons aujourd'hui dans la France contemporaine, ou même la bande à Bonneau, etc. C'était un type qui voulait construire une économie populaire. Il a beaucoup écrit là-dessus, et beaucoup de gens du patronat qui l'ont lu, et oui, ça existe, trouvent très bien les idées de Proudhon. Il était pour des banques communautaires, etc., etc.
Un peu Fourier par la suite. Oui, enfin Fourier, lui, c'était spécial. C'était vraiment le socialiste utopiste, mais il a très fortement impressionné Marx. Tous les marxistes dans les cours du Parti communiste, des partis communistes, et il y en a toujours, ils disaient que c'est les libéraux anglais, d'une part, c'est-à-dire tous ceux qui ont écrit sur l'économie au XVIIIe siècle, et les utopistes français avaient inspiré Marx. C'est rigoureusement exact. Ce qui n'empêchait Marx de ne pas vraiment apprécier les Français. Il n'a pas apprécié, quand il est venu à Paris, d'être salué triomphalement par les Français, parce qu'il était déjà quand même connu de l'autre côté du Rhin. Il n'a pas apprécié du tout. Hein. Et d'entrée de jeu, il a détesté les Français. À Londres, c'était facile. Tout son éditoire, c'était des ouvriers allemands vivant à Londres. Ouais. À Paris, il n'avait comme auditoire que des ouvriers allemands travaillant à Paris. Mais là, il n'a pas réussi à mordre. À Londres, il a réussi à mordre. Peut-être que, finalement, il y a la parenté germanique qui a joué entre les Allemands, les Prussiens et les Anglais qui a joué. Mais avec les Français, il n'a jamais réussi. Donc, il a détesté Proudhon d'emblée. Après lui avoir rendu hommage. Hein. C'est extraordinaire, les hommages qu'il lui a rendus. Ouais. Misère de la philosophie de la misère, la guerre totale, entre les deux. Merci Nicolas Tandler. Il nous reste quelques minutes. Alors, très rapidement, quelques lectures conseillées, frère Thierry. Alors, très rapidement, le livre de Victor Loupan, Une histoire secrète de la Révolution russe. Chez quel éditeur ? Chez Édition du Rocher. Ça se lit très bien. Si on fait... L'autre. Quelle est la trame du livre ? Enfin, alors, résumer sa pensée très succinctement. Sa pensée, ça va. Qu'apprendra-t-on dedans ? Disons, les influences idéologiques, on parle de Parvus, les influences financières, et montrer comment, par quel biais, ces monstres ont réussi à prendre le pouvoir. Si on veut faire une conclusion sur la révolution russe, on peut voir qu'une société s'est effondrée. L'anarchie, qui a été après rétablie avec une main de fer. Il y avait au départ une haine de la Russie, de l'art russe, de la culture russe. Vous étiez sanctionné si vous lisiez Dostoïevski, par exemple. Une haine de la religion. Alors, les marxistes ont essayé de diviser l'Église avec l'Église rénovée. On pourrait dire un peu l'église style Vatican II. Vous voyez, passons, ça n'a pas duré très longtemps. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Que, pour le centenaire, le gouvernement russe a fait tous ses efforts pour minimiser au maximum cette date. Quelques colloques universitaires, quelques expositions. Précédemment, le gouvernement russe a demandé pardon à son peuple pour les crimes de la révolution russe. On n'a jamais vu un gouvernement français en faire de même pour notre pays. Voilà. Il faudra attendre encore un petit peu. Voilà, on peut toujours essayer. Travaillons-y. Une dernière touche. Ce que j'essaye de faire. Le seul dirigeant bolchevique qui a reçu une formation maçonnique, c'est Trotsky, en prison, quand il était détenu. Il a rencontré des gens qui l'ont initié à la maçonnerie. C'est le seul à ma connaissance. Oui, dans son instant. Parmi les dirigeants. S'il y avait des livres indispensables à lire sur la question, outre les vôtres, Nicolas Tandler, vos biographies de Marx, de Lénine, de Trotsky, de Pol Pot, etc., aux éditions Pardès. On peut tous les retrouver à la librairie française notamment. Oui, je dirais que certains livres qui paraissent en ce moment me déçoivent cruellement. Oui, parce que... Il y a des spécialistes comme Stéphane Courtois, etc. J'ai été étonné qu'ils disent qu'ils avaient tout appris par les documents qu'ils ont pu consulter à Moscou, après 1991. Léger détail, la quasi-totalité des faits qu'ils citent, par exemple dans le bolchevisme à la française et d'autres livres, étaient déjà connus avant, étaient connus en 1920 ou en 1930. Ils font semblant de dire, nous, on a accès aux archives russes, bravo. C'est faux. Saluons quand même, puisque vous l'évoquez. Tout était connu avant. Saluons le travail de Stéphane Courtois dans le cadre du Livre noir du communisme. Ça, c'est autre chose. S'il y a une lecture... un livre collectif. Oui, sous la direction de Stéphane Courtois. C'est à lire pour ceux qui veulent s'intéresser à ce sujet. C'est l'un des livres incontournables. Le livre aussi de Bernard Anthony, lequel qui vient de sortir. Ah oui, je ne l'ai pas encore lu.
Parmi les classiques incontournables sur la question, il y a aussi bien sûr l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Volkov, la Trinité du Mal, entre autres. Si j'ai cité Monsieur Courtois, c'est parce qu'il est à l'origine, il vient de l'extrême gauche, comme la quasi-totalité des gens qui écrivent sur le PCF en ce moment en France. L'université, toutes les chaires qui traitent du sujet sont contrôlées par des gens qui ont fait leur éducation marxiste quand ils étaient adolescents. Mais bon, vous savez qu'il y en a qui s'en sortent finalement très bien. Je suis sûr que chez nos auditeurs, ils crachent dans la soupe, mais en même temps ils sont marqués. J'en connais beaucoup qui ont vraiment guéri, voilà, totalement. Mais écoutez, ce sera un autre sujet, voilà. Je voudrais signaler aussi un ouvrage qui me semble vraiment très important, très intéressant, qui s'intitule « Le communisme dans l'histoire » de l'abbé Onclair, qui est paru à la fin du 19e, et qui est un ouvrage non seulement visionnaire, mais extrêmement intéressant sur les origines lointaines du communisme. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, et puis on en a surtout parlé dans l'émission précédente, voilà, dans l'Antiquité, l'île de Crète, à Sparte, chez Platon, chez les gnostiques, les néoplatoniciens, sur le mythe des premiers chrétiens qui auraient été communistes selon certains, etc. Et puis, voilà, les sectes du XVIIe, puis du XIXe. Voilà. Et avec une postface de Jean-Claude Lozachmer sur les origines occultistes du communisme. Voilà, donc c'est le livre de l'abbé Onclair, Le communisme dans l'histoire, aux éditions des CIM. Voilà, il est en train d'être réédité. Il y a aussi un livre de Anthony Sutton, Wall Street et la révolution bolchevique, qui rejoint un peu le thème que vous abordiez, frère Thierry. Et puis Karl Marx et Satan, petit livre de Richard Wurmbrand, qui a fait beaucoup parler de lui, puisqu'il évoque les hymnes à Satan. Voilà, des poésies très très particulières que Marx aurait rédigées dans sa jeunesse. Voilà. Il nous reste 1 minute. Frère Thierry, parlez-nous en quelques mots du cercle que vous dirigez. Très rapidement, oui. On n'a pas beaucoup de temps. Non. Donc c'est un cercle culturel que vous pouvez voir les activités sur une chaîne YouTube. Vous tapez Cercle Aréopage ou alors cerclearéopage.org. Là vous avez le programme. Tous les lundis, on fait un dîner-débat, plus des interviews. Tous les lundis, un dîner-débat à Paris. À Paris, 9 rue du Vieux-Colombier, à côté du métro Saint-Sulpice. Autre activité caritative, on aide des réfugiés, et je tiens à préciser chrétiens, victimes du nouvel ordre mondial, et on aide aussi des communautés religieuses avec des dons de livres. On retrouve tout ça sur votre site, Cercle Aréopage. Voilà. Très bien. Écoutez, il faut vous laisser, chers auditeurs. Vous pourrez retrouver les détails de l'émission sur mon site internet, thibautdechassey.com. Dechassey, CHA2SEY. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la France profonde dirigé par Thibaut Dechassey, assisté d'Elisabeth, diffusé en direct jeudi 23 novembre 2017 de 21h30 à 23h et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.